Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a demandé de vous projeter comme première diapositive l'assertion que j'ai choisie. Il s'agit d'une unique assertion que je vais commenter. Par rapport au présentateur précédent, je dirais que moi je ne suis pas pour ou contre. Vous verrez, je vais nuancer mes propos à différents endroits de cette assertion. Je vous laisse en prendre lecture par vous-même. J'ai voulu, pour ceux qui éventuellement prennent des notes ou qui sont un peu distraits, pouvoir suivre l'évolution dans ma présentation. Et donc il y a un petit logo ici en bas à droite qui va vous montrer un peu l'évolution dans le fil de ma présentation, qui est somme toute assez courte. Donc dans la partie ici en jaune qui va s'illuminer au fur et à mesure, c'est la première partie de ma présentation, c'est l'introduction. La deuxième partie horizontale, c'est une partie relative à un préambule qu'il me semble nécessaire de faire avant d'entrer immédiatement dans l'assertion. La troisième partie, la plus grande, c'est donc les nuances que je vais apporter à l'assertion. Et la dernière partie qui va s'illuminer, c'est donc les conclusions que je vais faire pour cette présentation assez courte. Voilà, je me présente. Vous verrez au cours de ma présentation, j'utilise beaucoup l'image et la métaphore. J'espère que ce sera clair. Donc, je suis ingénieur en construction de formation. J'ai travaillé 20 ans dans les associations humanitaires ou avec une perspective d'insertion sociale. Et donc, la première image que vous voyez en haut à gauche, c'est donc l'image que je pourrais donner sur cette carrière de 20 années confrontée à des difficultés de par le monde ou en Belgique. Mais j'en garde une image positive, un peu anecdotique, mais voilà, ça me stimule à aller de l'avant, ça fait partie de moi. La deuxième image que j'ai choisie, vous me voyez là avec une bicyclette, une remorque et mon chien. Je dirais que c'est mon côté un peu militant. Et donc, je pense que notre société, aujourd'hui, est confrontée à des évolutions, des changements qui me poussent, moi, personnellement, à agir. Et donc, cette illustration, pour moi, c'est un peu... Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure manière de faire. En tout cas, j'ai agi et c'est pour moi un moteur. Donc, comme le disait Gaël, j'ai un peu une position multicasquette. Je suis ce qu'on pourrait dire un formateur EQE. Je suis un petit formateur qui passe environ 20% de mon temps dans la formation. C'est des formations assez courtes pour les stagiaires de notre pôle, qui durent environ 3-4 jours. Donc c'est vraiment très court et je le fais pour la grande majorité de nos stagiaires. Je suis aussi délégué relations entreprises et je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ça consiste. Donc je suis en poste depuis 3 ans. En définitive, je ne me considère pas comme un expert. Je suis jeune formateur et j'ai des choses à vous dire. Donc mon objectif ce matin, pour le repréciser, c'est présenter une assertion et en nuancer, préciser certains éléments. C'est ouvrir la réflexion à la suite de cette présentation par une discussion questions-réponses avec ceux qui le souhaitent, j'espère dans un climat constructif et positif. Et mon objectif, en acceptant de venir ici devant, c'est de contribuer le plus positivement possible à cette démarche que je trouve intéressante. Une première nuance, c'est dans le choix de cette assertion, à un moment donné, je me suis demandé si je devais essayer d'être représentatif de mes collègues formateurs et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et donc, clairement, ma démarche ici, elle est personnelle, elle n'engage que moi, et donc j'espère qu'elle amènera la discussion et pas la polémique, mais bon, on verra. La controverse. La controverse, voilà. Donc, je suis déjà dans la deuxième partie de ma présentation avec un préambule, donc je vais vous présenter 2-3 dias sur des éléments qu'il me semble important de rappeler avant d'entrer dans l'assertion elle-même. Donc, mon environnement comme formateur à Bruxelles Formation, c'est clairement la construction. Donc c'est un secteur dont vous avez entendu parler, qui n'a pas forcément bonne presse, qui n'est pas très sexy, c'est vrai. Donc Bruxelles Formation Construction, c'est un centre de formation qualifiante
dans les métiers de la construction principalement. On a aussi 2-3 formations à côté, qui s'adressent à des chercheurs d'emploi, mais aussi à des ouvriers qui sont en activité. C'est un espace qui représente 12 000 m², donc c'est un formidable outil et qui existe depuis 20 ans cette année. Et donc on peut dire que c'est quand même une certaine machine de guerre, je trouve. En 2018, ce centre disposait de 30 personnes, dont 13 formateurs métiers, et de 4 délégués entreprises. Donc comme délégués entreprises, nous sommes confrontés, nous sommes exposés à des patrons au secteur du travail. Nous travaillons forcément en lien avec les autres pôles de Bruxelles Formation, qui est donc une institution à Bruxelles qui représente quand même 500 personnes, donc c'est assez gros. Et nous travaillons évidemment avec d'autres partenaires et d'institutions, notamment Acteris, le Sephora et des organismes d'insertion socio-professionnelle. En 2016, nous avions formé 550 chercheurs d'emploi avec un taux de sortie positive. Donc, cela veut dire qu'un an après, on essaye de mesurer la situation des stagiaires en fin de formation. Et donc, à 62%, ils étaient soit allés dans le marché du travail, soit ils avaient repris une formation. Donc ça, c'est les statistiques de 2014. Les stagiaires, donc à Bruxelles Formation Construction, donc ici j'ai repris l'illustration qui apparaît sur les flyers dans les transports en commun pour inciter les jeunes à venir en formation. Mais pour moi, c'est vraiment mon moteur, c'est le core business de nos activités de formateurs. Et donc je pense que oublier le stagiaire, c'est manquer, je dirais, à notre engagement comme formateur. Alors, quelques statistiques pour préciser un peu le profil des stagiaires dans notre pôle construction. Mais, au niveau de la durée du chômage, 60% ont passé 1 an, voire plus, au chômage. Et donc, je dirais, pour moi, c'est un chiffre qui est quand même assez évocateur de leur situation, de leurs difficultés, certainement. On ne peut pas le négliger. Au niveau des études, on constatera que environ 50% n'ont pas fait d'études, ont terminé des primaires ou des secondaires, et que encore presque 40% ont un diplôme non reconnu. Et donc ça vous donne une image, je pense, du public auquel nous sommes confrontés. Et donc il s'agit, pour moi et pour mes collègues, je pense, d'être terre à terre, d'être dans la proximité. Enfin, au niveau de la parité homme-femme, on voit il y a peu de femmes en formation chez nous, mais ça augmente. Nous sommes environ actuellement à 10%. Au niveau des tranches d'âge, on voit que 50% de nos stagiaires ont plus de 35 ans. Et donc là aussi, je pense qu'il nous faut adapter notre approche, nos messages et tenir compte de ces différents paramètres. Alors, je vais, dans cette phase de préambule, vous donner quelques images qui, à mes yeux, sont importantes d'être précisées ou reprécisées, qui peut-être alimenteront les questions à la suite si elles ne sont pas assez claires. Donc ici, j'ai repris, je dirais, c'est pas un modèle, c'est ce que j'utilise pour expliquer à nos stagiaires en tout début de processus le cycle qui les attend pour un programme de formation chez nous. Et donc, vous avez une boucle. La première étape, c'est donc une inscription en ligne pour venir à une séance d'information. On leur explique un peu les tenants et aboutissants de la formation. Il y a à la suite un test où on va évaluer leurs connaissances en calcul et en français dans un pôle voisin, donc tremplin. Toutes les personnes qui participent à ce test sont invitées pour un test, donc un entretien de motivation pour rencontrer le formateur et un conseiller formation. Et dans un certain nombre de cas, soit ils rentrent en formation, soit ils rentrent dans une pré-formation sélective. Donc vous voyez ici le parcours de la formation qui dure, selon les formations, on va dire grosso modo, entre 6 et 12 mois. Alors, le long de cette formation, j'ai mis des petits bonhommes. Donc ici en vert, à mes yeux, c'est plus les formateurs métiers, donc les 13 personnes qui travaillent spécifiquement avec des stagiaires dans la formation de métier. Et en bleu, j'ai mis
le délégué entreprise, donc nous sommes 4 à accompagner nos stagiaires du début à la fin. Donc la fin, c'est un stage qui n'est pas obligatoire à la suite de la formation et que nous considérons comme un élément nécessaire pour rentrer sur le marché du travail. Mais je ne peux oublier les autres personnes de notre pôle qui, dans leur manière, chacune, je pense par exemple au secrétariat ou à la direction, nous sommes tous mobilisés à ce que le stagiaire, finalement, au terme, aboutisse à l'emploi. Donc c'est vraiment le slogan de Bruxelles Formation, former pour l'emploi. Donc ça, c'était la première image qui est une vision, on va dire, personnelle. La seconde, qui est tout à fait personnelle, c'est donc un message que je rappelle à tous les stagiaires qui ont une formation avec moi sur 2-3 jours. C'est donc, de nouveau, c'est peut-être une métaphore, une image. Je pense que chacune d'entre nous, il nous faut des objectifs de vie. Et donc, nous avons des montagnes avec des drapeaux de couleurs différentes. Nous avons des chemins qui gravissent chacune ces montagnes, parce qu'un objectif de vie, ce n'est pas facile à atteindre. Et il y a plusieurs chemins. L'un d'entre eux, c'est celui de la formation. Donc, on voit ici des stagiaires qui sont soit à l'arrêt, soit en marche, qui sont peut-être un peu plus loin. Certains même s'endorment sur le côté ou changent de direction. Donc, pour moi, c'est la réalité. Mais c'est un message important, et c'est finalement le message le plus important que je communique à mes stagiaires. Il y a évidemment des questions techniques dont je leur parle par la suite, mais le plus important à mes yeux, c'est d'être acteur. Et donc celui qui décide de se reposer sur le bord du chemin ou de changer de direction, eh bien, pour moi c'est très bien, mais il doit assumer les actes qu'il pose. Et donc le long du chemin, de nouveau, on voit des formateurs en vert ou en bleu ou d'autres personnes de notre centre qui vont accompagner le plus possible ces stagiaires sur le parcours de formation. Donc, ce dont le stagiaire a besoin pour la suite, donc ici j'ai représenté une image, donc mon petit bonhomme c'est le stagiaire, et je pense que nous mettons actuellement beaucoup l'accent sur un volet métier, un volet technique, et donc il s'agit pour le stagiaire d'acquérir des savoir-faire et peut-être des savoir-être, mais au niveau du formateur métier, il va tout au long de la formation dispenser des messages, des formations pour remplir le plus possible l'apprenant avec des thématiques techniques. Quelque chose qui me semble vraiment important, c'est plus compléter cette formation par un point de vue motivation, des attitudes et des comportements adaptés, donc spécialement dans le secteur de la construction où c'est un secteur avec des particularités. Je crois qu'il était important de préparer le stagiaire à la suite de sa formation. Et donc j'ai ici illustré ce volet par des points bleus. Et donc il me semble, de façon assez évidente, qu'aujourd'hui nous mettons beaucoup l'accent, notamment par des référentiels, sur des thématiques techniques métiers, et trop peu, à mon goût, sur des préparations à la suite de la formation pour la personne qui rentre dans le marché du travail. Donc ces points bleus au niveau comportement, c'est donc pour moi issu d'un travail de binôme entre le formateur métier et le délégué entreprise. Donc pour illustrer peut-être davantage ce point-là, je dis à mes stagiaires que si l'un d'entre eux est éventuellement le meilleur carreleur du monde, s'il n'a pas de point bleu, s'il n'a aucune capacité, aucune compétence pour s'intégrer dans le marché du travail et démarcher un patron, il risque de rester au chômage. Et donc, moi, je pense qu'il nous faut mettre l'accent, donc c'est ce que j'essaye de faire avec mes collègues, il nous faut mettre l'accent sur cette ouverture vers des choses importantes. Et il me semble, en tout cas, à moins que je ne me trompe, qu'il n'y a pas de référentiel chez nous pour mettre les fondamentaux de cette approche. Voilà, on arrive sur le troisième volet avec l'assertion que j'ai choisie. Vous l'avez sous les yeux et j'ai repris en rouge des éléments pour lesquels je vais apporter des nuances. Donc ce sont mes nuances et elles vont aller du vert lorsque je suis plutôt d'accord avec ce qui est proposé. Ça va éventuellement aller vers l'orange et le rouge pour vous dire, parfois je suis
un peu à moitié d'accord et parfois rouge pour vous dire que je ne suis pas trop d'accord. Donc, c'est une première démarche, j'espère que ça sera suffisamment clair pour vous. Donc, le premier commentaire que je vais faire, c'est au sein de sa propre institution, les formateurs rencontrent beaucoup de difficultés à pratiquer la mutualisation des ressources. Mais je dirais que pour moi, tout d'abord, comme formateur chez nous à Bruxelles Formation, j'estime que nous avons accès à beaucoup de ressources. Et donc ici, je vais vous les lister. On a accès à des outils pédagogiques, des vidéos, des cours théoriques, des cours pratiques, des supports de cours, des PowerPoint. On a des moyens spécifiques à la construction, je pense, de qualité qui mériteraient d'être davantage connus. Nous avons accès à des référentiels de formation. Nous avons même des formations pour formateurs via Formaform. Et on dispose, il ne faut pas le négliger, de beaucoup de compétences en interne. Donc pour moi, ces ressources, elles existent. Parfois, je me dis qu'elles sont peu utilisées ou peu mutualisées. Je pense par exemple à un support personnalisé des formateurs dans une approche pédagogique. Donc c'est une possibilité à la suite de formation à Formaform. Il y a la possibilité de demander un support ponctuel, spécifique à une situation pédagogique. Et donc, je sais que ça existe. À ma connaissance, c'est assez peu mis en place chez nous, en tout cas. Alors, il y a des éléments où je me demande, je me pose la question sur quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer la motivation des stagiaires. Ben, je dirais de façon manifeste, mes collègues formateurs ont chacune mis en place des éléments qui motivent les stagiaires à apprendre, qui les motivent à devenir des personnes reconnues sur le marché du travail. Mais en fait, en définitive, je ne sais pas ce que les uns et les autres ont mis en place pour motiver ces stagiaires. Donc je pense que ce serait certainement un élément qu'il nous faudrait investiguer, parce que pour moi la motivation pour un stagiaire c'est fondamental. Et donc, qu'ont-ils mis en place de façon intuitive, spontanée ou plutôt après des essais-erreurs? Je pense que ça mériterait un partage entre nous pour donner davantage de possibilités à d'autres collègues d'avancer. Alors ici, vous avez donc d'abord une illustration que j'ai tirée d'un magazine. Je pense qu'il y a un intérêt à l'intelligence collective, donc c'est quelque chose, en tout cas, qui semble arriver. C'est une des nouvelles thématiques. Alors peut-être qu'elle existe depuis longtemps, en tout cas moi je la découvre. Elle me semble vraiment intéressante et pertinente d'avoir une approche mutualisée pour gérer davantage les projets avec des résultats. Et donc vous avez par ailleurs une illustration ici de ce que j'ai mis en place avec des collègues. Donc il s'agit d'animation, c'est un travail de collaboration. On essaye de mobiliser le stagiaire par le jeu et on peut dire que même si c'est intuitif, même si c'est bricolé, les résultats, en tout cas les premiers, sont encourageants. Un revers à ça, c'est que ça prend du temps. On n'a pas effectivement beaucoup de temps à consacrer au développement de ce genre d'outils et donc on organise nos agendas en conséquence et on peut même se questionner en définitive sur la valeur de ce genre de développement. Donc nous sommes très satisfaits. Mes collègues formateurs que nous avons interviewés ainsi que les stagiaires le sont aussi. Maintenant, fondamentalement, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moyen? Je ne sais pas. Donc, dans l'assertion, il est précisé qu'on manque de temps et de lieu. Ben, c'est vrai, dégager du temps pour un formateur métier, ce n'est pas facile. Et si il est question de quelques heures à dégager pour autre chose, ben, ça sous-entend le plus souvent de mettre le stagiaire en dispense. Donc forcément, on ne peut pas faire tout en même temps. Je pense que par rapport au lieu, en tout cas dans notre centre, nous disposons de beaucoup d'espace et donc on ne devrait pas prétendre avoir un manque d'espace dédicacé à la mutualisation des ressources pour ne pas en faire. Nous avons, grâce, je dirais, à notre direction, que je salue au passage, une certaine autonomie, une certaine capacité d'action, et donc ça je pense que c'est plutôt très positif. Et les formateurs, chez nous, ont accès à des formations en interne ou en externe. Et donc je pense que c'est plutôt très positif, très encourageant. Alors,
cet échange entre collègues et formateurs est perçu comme une nécessité des formateurs. Mais donc pour moi, il y a la question fondamentale de la qualité, qui à mes yeux est très importante, et je sens auprès de mes collègues un souci permanent de s'améliorer. Certains vont par exemple réfléchir sur le fait d'être confrontés à des publics de différentes générations, X, Y, Z, etc. Comment adapter la manière, le message à ce public? Je crois qu'il y a manifestement un besoin de travailler en collaboration entre nous avec des effets positifs qui vont impacter sur l'ambiance de travail, sur les résultats pour les stagiaires et certainement sur la reconnaissance des formateurs qui s'y impliquent, et je pense que c'est important. Après, quand on évoque la qualité, eh bien, on peut, je dirais, à contrario, parler de la quantité. Et donc, effectivement, chacun des formateurs a un programme à tenir avec un planning. Et donc, on est soumis, en tout cas, on doit suivre un référentiel. Et donc, je mets la quantité un peu en orange, puisque s'investir dans la qualité se fera peut-être au détriment de la quantité. Alors, je dirais que nous sommes par moments tous un peu dans le refus du changement. Et donc, je peux moi-même imaginer, ou peut-être pour certains de mes collègues, se poser la question, mais pourquoi changer? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc vous voyez, c'est vraiment tout en nuances. Chez moi, c'est rarement tout blanc, tout noir. Il y a vraiment des nuances sur lesquelles on peut éventuellement discuter par la suite. Donc cet échange est aussi considéré comme une menace. Donc c'est manifeste. Dans le secteur de la construction, on évolue avec des barèmes, avec un salaire, en fonction des responsabilités et des compétences qu'on acquiert. Et donc on passera ainsi du niveau de manœuvre à un niveau spécialisé ou qualifié. Donc c'est indéniable. Je pense que pour certains aussi, et je l'ai connu dans ma situation actuelle mais précédente aussi, pour certains, le savoir c'est le pouvoir. Donc c'est indéniable. Mais à un autre niveau, je pense qu'il y a des personnes que je rencontre très fréquemment pour lesquelles le savoir est une richesse qui se partage. Et donc je dirais que je ne peux pas être catégoriquement pour cette formulation dans l'assertion. Alors, les volontés politiques d'échange souvent affichées par les institutions, les échanges sont possibles et ils existent. Donc je dirais que libre à nous, au niveau des formateurs ou à un autre niveau supérieur, d'établir des liens, des complémentarités avec d'autres institutions telles que le Forum ou le VDAB. Et j'évoque ici ConstruCity, qui est donc en fait une initiative du secteur de la construction qui est née il y a un peu plus d'1 an à Bruxelles. On appelle ça un one-stop job et qui réunit différents acteurs autour d'une même table et elle a comme objectif de sensibiliser 3 publics orientés construction. Et donc on a des publics qui peuvent s'intéresser soit à des perspectives de travail, donc ces gens peuvent venir à ConstruCity. On a un autre public toujours orienté construction qui est intéressé par des formations et donc c'est aussi l'endroit où ils peuvent venir chercher des informations. Et enfin, le plus important, c'est qu'on doit attirer des patrons qui sont en recherche de profils à engager. Et donc ça, c'est une initiative qui est encore à ses débuts, mais que je trouve très positive et qui illustre cette volonté politique au niveau institutionnel de faciliter pour les chercheurs d'emploi, voire pour les patrons, des choses dans la vie de tous les jours autour du travail. Ouais. Donc, il existe aussi, je pense, au niveau des volontés politiques, je dirais que parfois, dans les hautes sphères des institutions, il y a des choses qui sont voulues ou affichées et qui ne redescendent pas au niveau du plancher des formateurs. Et donc, c'est pour ça que je parle, si il existe des volontés, parfois elles sont inconnues. Alors, s'agit-il d'un tox? Je ne sais pas. Mais donc, c'est clair qu'au niveau des formateurs, on a un peu le nez dans le guidon, on essaye d'avancer. Alors, il semble que les échanges soient plus faciles entre formateurs de diverses institutions. Pour, évidemment, certains aspects, je suis d'accord. En formation à l'extérieur, les échanges sont possibles. Maintenant, les réelles collaborations qui s'engagent dans la durée, peut-être moins.
Et il est clair que quand on est en formation à l'extérieur, on est confronté à d'autres formateurs qui sont confrontés aux mêmes difficultés, au même public. Et donc, c'est l'endroit idéal pour échanger des trucs, des ficelles. Et donc, je pense effectivement qu'il y a cette facilité d'échange. Voilà, j'arrive sur la conclusion de ma présentation. Comme vous l'avez vu, c'est un exercice chez moi plutôt en nuances qui a présenté un intérêt dans sa préparation. Donc je dirais que j'ai dû beaucoup réfléchir, seul, avec des collègues, pour arriver à condenser, compiler toutes ces informations et vous les soumettre. Clairement, ce n'est pas facile de prendre du recul quand on est dans le système. Et donc, évoquer certains aspects publiquement, dans une situation, je dirais que j'ai trouvé ça particulièrement laborieux. Alors pour ma part, je suis en faveur, bien sûr, de l'échange et de la mutualisation des potentiels en interne, avec des effets vraiment positifs sur différents aspects. Et je dirais que pour votre information, on est en contact avec des personnes de Bruxelles Formation et Formaform pour justement aborder des thématiques pédagogiques dans notre centre à l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La question est donc la suivante. En fait, la problématique de la mutualisation, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Cette problématique s'inscrit pour moi dans un contexte qui est plus global, que je qualifierais, je dirais, d'organisation 2.0. Alors, je vais essayer un tout petit peu d'expliquer et puis je viendrai à ma question. Pour moi, clairement, cette problématique de la mutualisation s'inscrit dans des organisations qui sont en pleine transition. Par exemple, ce sont des organisations où l'expérimentation est le maître mot. Donc, on a cette possibilité d'expérimenter, voire même parfois d'être, je dirais, dans l'erreur. Ce sont des organisations où, je dirais, tout ce qui est open est vraiment valorisé. Donc, c'est l'usage qui prime, moins la propriété. Ce sont des organisations où on est plus dans l'horizontalité. On travaille moins en silo. Et donc, ce sont des organisations où l'information circule. Donc voilà, on est vraiment dans des organismes, pour moi, des contextes organisationnels qui sont, que je qualifierais donc de, on dirait, numérique aujourd'hui, en tout cas, où, je dirais, il y a vraiment un changement de paradigme. Et donc, j'en viens à ma question. J'aimerais savoir, justement, vu ce changement de contexte, si dans les contacts que tu as avec tes collègues, ou avec, je dirais, ta hiérarchie, je voudrais savoir si tu sens, s'il y a vraiment une prise de conscience de ce changement de paradigme. Si dans les discussions, je dirais, informelles ou formelles, si on perçoit bien ce changement de paradigme. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, j'aimerais savoir si pour toi, les stagiaires ont un rôle à jouer dans cette prise de conscience. Donc, ce n'est pas une question facile. Je pense que nous sommes, je dirais, bien conscients des évolutions, notamment avec, je dirais, l'aspect informatique. Je pense que nous y intéressons les uns et les autres, chacun à sa manière, avec plus ou moins d'enthousiasme. Donc ça, c'est indéniable. Je pense qu'on est aussi, en tout cas, je ne sais pas si c'est récent, mais le fait, par exemple, de bénéficier de formations en extérieur avec Formaform, on est confronté à une multitude d'outils. Je dirais, on est parfois un peu débordé même, et je pense qu'il y a lieu de faire des choix et d'expérimenter un outil, un autre. Donc ça, je pense que ça peut apporter effectivement des solutions. Je crois qu'il y a toute une richesse à exploiter. Maintenant, je ne sais pas si on devrait cantonner la mutualisation par rapport à une approche, si je l'ai bien compris, dans ta remarque sur l'aspect informatique. Je pense que mutualiser, pour moi, peut se faire à tous les niveaux. Et je dirais que pour être vraiment pratico-pratique, à la fois je me sens intéressé par des dynamiques informatiques sur des évaluations en ligne ou bien toute une série de choses qui peuvent stimuler les stagiaires eux-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est indéniable. Autant, par exemple, j'ai décidé de renoncer récemment à utiliser le PowerPoint pour faire des présentations aux stagiaires. Je me rends compte que le PowerPoint est un élément qui va apporter une certaine routine et qui va, chez certains,
provoquer un peu d'endormissement. Et donc j'ai décidé de tenter le coup et de ne plus le faire avec PowerPoint. Voilà, je ne sais pas si ça répond partiellement, mais voilà. Oui, peut-être que, enfin, si je me permets de la repréciser. Dans ta présentation, tu nous as dit tout à l'heure, et c'est intéressant, il y avait quand même parmi tes collègues cette valorisation du travail collaboratif, cette valorisation de la capacité de prendre des actions. Enfin, voilà, ce sont des éléments forts qui sont pour moi effectivement ces éléments de contexte dans lesquels s'inscrit la mutualisation. Mm-hmm. Et donc, effectivement, mon approche n'est pas de dire que la mutualisation doit passer nécessairement, elle ne passe pas. Elle n'est pas liée à des éléments de digitalisation, ce n'est pas la question, mais c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience que pour que la mutualisation puisse avoir lieu, il faut qu'au niveau organisationnel, les choses, si je puis dire, changent. C'est sûr que pour moi, la mutualisation nécessite des adaptations. Je dirais je pense principalement au temps. Donc je pense que d'une part, il faut du temps pour réfléchir, travailler ensemble. Il faut aussi une motivation. Et donc pour moi, la question que je me pose, et je me mets à la place de notre hiérarchie, est-ce qu'on doit rendre ça possible pour ceux qui le veulent? Est-ce qu'on doit le rendre obligatoire? Je ne crois pas que ça soit évidemment une démarche positive. Et donc je peux très bien sentir des collègues formateurs qui sont clairement en réflexion, en questionnement, et qui déjà travaillent dans la création d'outils seuls ou avec d'autres. Donc ça, je sais que ça existe. Maintenant, je dirais que nous souhaiterions ouvrir cette démarche à l'ensemble des collaborateurs. Encore faut-il qu'ils le veuillent, qu'ils s'y intéressent. Et donc, je ne sais vraiment pas comment amener ça tout doucement. Donc, c'est en douceur. C'est une approche différente. Donc, forcément, ça va un peu bouleverser ceux qui sont dans une approche plutôt répétitive. Donc, là, je dirais que c'est un positionnement que chacun doit avoir comme formateur. Est-ce qu'on veut évoluer? Est-ce qu'on veut améliorer? Est-ce qu'on veut mettre de l'énergie forcément là-dedans? Mais je crois qu'effectivement, il y a des aménagements qui sont nécessaires au niveau institutionnel avec, il me semble, une volonté d'agir sur ce que j'appelle de la qualité. Petite précision technique, je ne vise pas spécialement Christiane, mais je vise tous ceux qui ont l'intention de prendre la parole après. Les micros qui circulent dans la salle sont des micros particuliers, moins sophistiqués que les nôtres, mais ça c'est un peu normal. Et donc si vous voulez augmenter vos chances d'être entendus, voire d'être compris, vous devez les tenir comme ça, comme un gros piercing, si vous voulez, d'accord? Bon, on va essayer. Merci beaucoup, Paul. Bon, d'abord, merci pour l'intervention. Personnellement, moi j'ai bien apprécié les nuances. Justement, donc merci pour ça. Moi, j'ai vraiment plusieurs questions, donc je vais devoir faire une sélection dans les questions. Vous parliez tout au début que vous avez perçu une évolution tout au long de votre carrière. Finalement, vous n'avez pas tellement développé en quoi? Qu'est-ce qui a changé? En quoi est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que vous avez perçu comme évolution? Bon, je ne sais pas si c'est ce que j'ai exprimé ou peut-être ça a été pas bien, mal perçu, mais dans la mesure où je n'ai que 3 ans de pratique comme formateur, je dirais que j'ai un retour en termes de temps qui est assez court. Et donc pour l'instant, j'ai la chance peut-être de faire des formations assez courtes que je peux répéter pour différents groupes. C'est une formation d'environ 3-4 jours. Et donc ça me permet de remettre ça sur le métier à tisser très souvent. Et donc ça me permet de m'améliorer. Maintenant, une évolution, oui, je pense, je découvre avec beaucoup d'enthousiasme le travail de formateur. Je me rends compte que confronté aux stagiaires qui est en pleine difficulté, qui est un peu en parcours de vie avec probablement des obstacles, je dirais que pour moi, il y a un côté très interpellant et donc qui me mobilise. Je pense qu'il faut le plus possible apporter des réponses, des encouragements. Donc je crois qu'il y a le côté d'abord entrer en relation avec le stagiaire. Forcément, quand j'ai une formation de 3 jours, je passe du temps pour établir une relation. Je crois qu'il faut stimuler autant que possible. Et là, je dirais que sur 3 jours, je crains que mon travail soit assez peu porteur. Je pense que c'est davantage mes collègues formateurs métiers qui ont l'opportunité de le faire sur plusieurs mois. Mais donc, je sens en tout cas, je dirais presque, pour moi, la formation, c'est un peu comme la médecine ou la construction, c'est un domaine immense avec plein de possibilités de développement possibles. Et donc, j'ai envie de dire presque infini. Donc je dirais que moi, je suis content d'évoluer dans cet environnement parce que
presque neuf tous les jours. Et donc je sens forcément des évolutions par rapport à ce que j'apprends, ce à quoi je suis confronté. Je constate des choses qui, à mon niveau, marchent ou pas. Et donc j'essaie de m'adapter. Ok, merci. C'est vrai que j'avais sans doute mal perçu que vous étiez formateur depuis 3 ans. Oui. Et donc c'est vrai que j'étais intéressée par l'idée de est-ce que le métier de formateur a connu une évolution, mais je comprends bien que sur 3 ans c'est difficile. Oui. Lors de l'intervention du mois de février, un intervenant, et pour faire le lien avec l'importance de la réflexivité telle qu'elle a été mise en évidence dans la première intervention, cet intervenant avait fait une différence entre formateur du tertiaire et formateur du secondaire, notamment en termes de plus facilement accès ou moins facilement accès à cette démarche réflexive. Est-ce que c'est quelque chose, par rapport à la réflexivité, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, une différence entre les niveaux de formateurs, ou les domaines plutôt? Je préfère sortir mon joker. D'accord. Non, parce que je dirais que pour moi, c'est... Du mal des collègues. Hein. Non, c'est pas ça, non, Oui, non, mais je dirais que je ne l'ai peut-être pas souligné dans ma présentation, mais j'ai beaucoup de respect pour mes collègues en général, quelle que soit leur situation. Je pense que certains sont dans des situations difficiles à titre personnel, comme formateur dans un centre. Je pense que parfois, c'est pas facile. On parle de la pénibilité des métiers. Je pense qu'il y a une part de vérité. Maintenant, pour revenir sur votre question, je pense que moi, je me considère comme très pragmatique. Et dans votre question, je sens un côté trop élevé. Je dirais que je n'accède pas à cette information facilement. Et donc, pour moi, ça ne percute pas. Okay. Et je dirais, pour aller au fond de ma pensée, que quand je suis une formation, où qu'elle soit, s'il n'y a pas une mise en pratique parce que j'ai appris ou ce à quoi j'ai été confronté, s'il n'y a pas une mise en pratique dans les semaines ou les mois qui suivent, c'était peut-être très sympa, mais c'est peut-être perdu. Donc c'est aussi difficile de mesurer. Parfois, on est en relation avec des formateurs ou des collègues, on a l'impression qu'en termes de contenu, c'est assez maigre. Et j'ai aussi la conviction qu'on sème parfois des choses qui vont mettre du temps à rentrer dans un processus de maturité. Et donc, je crois aussi à ça. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais pas tout à fait, mais je comprends bien. Disons, c'est parfois ce qu'on appelle descendre de son vélo pour se regarder pédaler. Je pense que même s'il y a une pratique, à un moment donné, on se dit où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai mis en application, où est-ce que je dois encore avancer. Oui. Ah, mais je comprends bien. Non, mais je veux rebondir sur cette image qui me parle davantage. Je pense que trop souvent, le formateur est seul avec ses stagiaires. Okay. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un effet miroir. Et je pense que c'est le côté enrichissant quand on travaille en collaboration. Donc, je dirais, on travaille en collaboration, on est confronté dans l'immédiat avec des commentaires des collègues. Il y a un enrichissement à mes yeux. Je pense que quand on est dans l'exercice de formation, on est seul avec ses stagiaires et c'est évidemment presque impossible de prendre du recul sur sa situation et dans mon cas en tout cas de mesurer la contribution positive ou pas. Je dirais que c'est difficile malheureusement. On ne se voit pas fonctionner. Voilà. Et donc c'est pour ça je pense qu'il y a en termes de mutualisation des ressources, je crois qu'il existe une proposition avec Formaform à la demande des formateurs de détacher quelqu'un pour justement accompagner un formateur dans une thématique et donc de lui donner un effet miroir. Et je pense que c'est nécessaire. Je confirme. Merci. Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour la... Ça va, on m'entend ? Merci pour la clarté de l'exposé. Je vais simplement revenir un peu sur l'affirmation du début. Il y a effectivement des ressources qui existent, mais elles sont parfois peu ou pas utilisées. Exact. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être quelques éléments d'analyse ? Je pense que, en tout cas dans notre institution, on a accès à beaucoup de moyens. Donc ça, c'est, je crois, manifeste. J'ai l'occasion de parcourir un peu, je veux dire même le monde. Et donc, je me rends compte des moyens qui sont mis en œuvre pour les chercheurs d'emploi dans notre pays. Je me dis, c'est quand même incroyable, d'une part. Donc, je ne peux pas l'oublier, je ne l'oublierai jamais. Je pense qu'il y a quand même des phénomènes de société où les jeunes ou les moins jeunes, en tout cas les chercheurs d'emploi, sont parfois complètement perdus. Ils sont assistés. Et donc je pense qu'il faut absolument les remettre en mouvement. Donc au niveau des moyens dont nous disposons, en tout cas à mon niveau, quand j'adresse une démarche
une demande à ma hiérarchie, elles sont souvent, je veux dire, il y a une réponse positive à ma demande. Donc je sens que nous disposons de moyens pour aller de l'avant. Je sens qu'il y a des volontés dans mes collègues, au niveau de ma hiérarchie, au niveau de l'institution, au niveau du politique. Et donc, je trouve ça vraiment bien. Parce que j'avais un peu une question, je veux dire, l'analyse qui est faite pour l'instant sur les systèmes d'aide à la réussite dans l'enseignement supérieur. On constate qu'il y a des dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas ou peu utilisés. Et une des analyses qui est mise en évidence, c'est de dire, tant que l'on perçoit les systèmes d'aide comme une réponse au manque ou comme pour combler des déficiences, effectivement, ce n'est pas évident pour les personnes de se reconnaître dans une position de dépendance. Or, est-ce qu'il n'est pas intéressant que poser la question comme ça, c'est une façon d'y répondre, que les ressources soient effectivement mises en action, soient effectivement non seulement mises à disposition, mais fassent l'objet d'une démarche de l'institution qui permet à la fois aux formateurs de les utiliser, mais aussi aux personnes en formation de pouvoir en disposer, sans se trouver dans l'idée j'y aurai recours quand je sentirai un déficit, un manque. Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire. Bon, je pense qu'en termes d'accéder aux ressources, je dirais de façon spontanée au niveau des stagiaires, je pense qu'il y a des éléments pratiques qui ne sont pas faciles. Je pense par exemple à la valeur ou à la disponibilité de ces ressources. Donc pratiquement, ce n'est pas facile à gérer. Je pense que, bon, évidemment, dans ce que j'évoque ici, j'ai un peu peur parfois de parler avec des généralités, des caricatures. Et donc je ne voudrais pas évidemment réduire ma pensée à des choses un peu simplistes. Mais je crois qu'il faut donner l'envie aux stagiaires d'être moteurs. Et je dirais que je le vois clairement, même après quelques jours en formation avec des stagiaires, on a clairement pour moi dans le public des gens qui sont animés. Je dirais qu'il n'y a presque rien à faire, ça marche. Il y a des gens qui, à l'inverse, sont complètement endormis. Et donc, je le regrette et je me dis qu'il faut agir sur leur motivation. Et je dirais que pour moi, il y a le public intermédiaire entre animé et endormi qui, pour moi, présente un intérêt réel, puisque sur une période de temps aussi courte, je me dis que c'est le public sur lequel je peux éventuellement agir un petit peu plus. Je crois qu'il y a un travail fondamental à faire sur ceux qui sont bloqués, qui sont à l'arrêt. Je pense que c'est lié à leur histoire, et donc on évoquait le fait d'avoir des formations adaptées à chacun, à chacune. Si c'était possible, ce serait formidable, mais je pense qu'effectivement, ces éléments qui sont à l'arrêt, qui sont bloqués, mériteraient un accompagnement, une démarche pour laquelle, j'imagine, le formateur a rarement le temps de consacrer de l'énergie. Je crois qu'il y a aussi une réalité avec des stagiaires qui n'ont pas forcément envie d'avancer. Donc je dirais que ça, pour moi, je dois agir de façon un peu pragmatique. Et donc, celui qui décide de se reposer sur le bord du chemin, eh bien, c'est très bien. Pour autant qu'il ne me dérange pas, ainsi que ses collègues. Donc c'est un peu cash, mais... Marianne ou Annick ? Oui, vous avez parlé tout à l'heure, quand on parlait de la menace liée au partage, ben voilà, le fait de savoir, c'est aussi avoir du pouvoir, et que donc peut-être que partager le savoir, c'est perdre du pouvoir. Oui. Je me demandais si dans cet axe-là, en fait, il n'y avait pas aussi une question de partager le savoir, c'est aussi laisser mon collègue, ma collègue, jeter un œil sur comment je fais, comment j'utilise mes ressources, comment je suis en tant que formateur. Et donc là, on est plutôt sur une question de, j'ai peut-être pas une question de pouvoir, une question d'insécurité. Oui, certainement. Donc comme j'entends que chez vous, c'est quelque chose qui se met en place, je me demandais comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait pour que finalement les formateurs qui travaillent ensemble aient ce niveau de sécurité et donc de confiance entre eux suffisant que pour qu'ils puissent oser aussi peut-être, en effet, à travers ce travail collaboratif, montrer des failles. Oui, c'est exact. Donc là, je dirais que c'est un bon point. En fait, dans notre démarche, elle est vraiment toute récente. On en parlait encore la semaine dernière. Je pense qu'effectivement, c'est une question importante qu'il nous faut résoudre.
Actuellement, la collaboration entre les formateurs ou les délégués entreprises s'improvise, je dirais, à la cafétéria autour d'une machine à café. Et donc, je dirais que c'est vraiment dans l'interpersonnel qu'on y arrive. C'est vrai que si on voulait ouvrir cette démarche à d'autres, voire à tous, il y a éventuellement la question d'un terrain à garder. Certains ont développé des choses pour lesquelles ils ont des convictions, qui est probablement, dans une partie des cas, vraiment de qualité. Et donc, il y a aussi le questionnement, l'interrogation par rapport à d'autres. Et donc, je peux imaginer que ce soit un obstacle, un frein. Donc là, je dirais que je crois qu'il s'agit d'être créatif pour passer l'obstacle. Mais je n'ai pour l'instant aucune piste à partager pour y arriver. Mais je peux imaginer que dans les systèmes pédagogiques de par le monde qui existent, ça a dû être non seulement identifié, mais aussi résolu. Diriez-vous donc que la machine à café est finalement un endroit informel assez sympa pour pouvoir interagir, finalement, démarrer Oui. une relation de confiance? Certainement. Donc, certainement. Et donc, je crois dans le travail collectif comme apportant un bienfait non négligeable sur l'ambiance de travail versus absentéisme. Donc, moi, je crois dans cet effet positif. Maintenant, la machine à café, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour travailler. Et donc, moi, je crois que nous avons des besoins quand on travaille avec des stagiaires qui devraient nous donner... Bon, c'est une vision personnelle, mais de la part des institutions, je dirais plus de moyens, plus. Donc je pense des ressources humaines ayant une expérience. Donc on a besoin de support, on a besoin de temps. Et on a besoin aussi d'une motivation personnelle des formateurs qui souhaitent s'y impliquer. Ma question est vraiment très très proche de celle de Marianne, parce que justement nous on constate souvent une mutualisation à deux vitesses. Une mutualisation des ressources métiers, où là, ça se fait beaucoup plus spontanément entre formateurs, et une mutualisation pédagogique, qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. Et donc ma question, c'était, penses-tu qu'il y a derrière cette mutualisation à deux vitesses peut-être une crainte de s'affirmer en tant que légitime pédagogiquement pour diffuser, partager, échanger les bonnes pratiques? Oui, certainement. Donc certainement, je pense que... je dirais, moi, je me présente à vous comme n'étant pas un expert, je le maintiens. Mais je pense que des collègues qui ont de l'expérience vont avoir une réserve excessive dans le fait qu'ils ont des trucs en pédagogie qui mériteraient d'être partagés sans aucune prétention. Et donc, je pense que c'est un autre obstacle. C'est peut-être on se sous-estime. On est dans une certaine routine, on ne voit plus ce qu'on a accompli, les éléments dont on dispose, et je dirais que ça ne viendrait peut-être pour certains même pas à l'idée de les partager, tant on a négligé les éléments de qualité qu'on a dans les mains. Mais voilà, c'est de nouveau très intuitif, très personnel. Et je dirais que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder ces questions qui font, je trouve, de cet exercice quelque chose d'intéressant à mon niveau. J'aimerais bien pouvoir adresser ça à mes collègues, je dirais en plénière, mais sous forme de machine à café. Donc il faudrait que ce soit dans l'interaction, dans l'échange, qu'on prenne un peu le temps, le faire avec tous. Mais donc je dirais que déjà là, il y a un obstacle. Vous avez évoqué plusieurs fois des formations courtes de 3-4 jours, Oui. sans jamais dire ce que vous, oui. ce que vous disiez, ce que vous faisiez comme formation. Donc là, je trouve que ça aurait pu être un élément important et intéressant. Donc je suis formateur en construction durable. D'accord. Alors, la deuxième question qui suit la première, c'est comment est-ce que vous évoquez... Enfin, vous avez également évoqué la qualité. Comment est-ce que vous la mesurez, la qualité, dans ce domaine-là? C'est une très bonne question. Je dirais que dans mon évolution personnelle, je crois qu'il est important de pouvoir mesurer l'apprentissage des apprenants. Donc au début, je faisais une formation qui, à mes yeux, se passait bien. Et puis, donc le premier retour était positif. Fondamentalement, j'en arrive maintenant à me dire si la formation se passe bien, mais que j'ai l'intuition ou la conviction qu'ils n'ont pas appris, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est zéro. Donc je dirais que j'essaye le plus possible de mesurer l'apprentissage des messages que j'ai voulu faire passer durant ma formation. Donc je dirais qu'il y a pour moi cette qualité, c'est j'ai l'objectif de passer certains messages.
si après les 3 jours, au travers d'un questionnaire, je peux mesurer qu'il y a effectivement des messages qui sont passés. Bon, maintenant, il y a le fait de les retenir dans la durée, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je dirais au bout de 3 jours, je mesure au travers d'un questionnaire assez simple. Je veux dire, ça peut être papier ou ça peut être digital. Je mesure une évolution. Bah, évidemment, c'est très subjectif. Hein. Mais donc, je crois que c'est important, effectivement, de se fixer des objectifs réalistes. Et puis, idéalement, de les mesurer pour se positionner dans les messages sont-ils passés ou pas. Donc, en vous entendant, j'ai juste une réflexion. Alors, ce n'est ni provoquant, ni... Oui. Non, même pas. J'ai moi-même un passé en construction durable et donc j'ai souvent eu la réflexion de me dire, en fait, il faudrait que les formateurs puissent travailler ensemble, Oui. suffisamment ensemble pour que, dans votre cas ici, par exemple, la construction durable, comment est-ce qu'on l'évalue? Elle serait éventuellement évaluée par d'autres formateurs qui font partie du groupe de travail, Oui. pour justement voir quelle est la trace Oui. qui est restée chez les stagiaires. Oui. C'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à mettre en place dans la structure dans laquelle je proviens, mais Oui. voilà. Oui. Et donc, il y a ici un bon exemple qui nous permettrait éventuellement de travailler ensemble à l'avenir, où, je dirais, avec une institution et une autre, je pense qu'effectivement, il nous faut s'assurer que le message que nous passons aux stagiaires est complémentaire à celui des formateurs. Donc, je crois qu'on a besoin, effectivement, parce que, comme je le disais, faire une auto-évaluation de sa prestation en termes de qualité, c'est très difficile, voire impossible. Et je pense donc qu'on aurait besoin de travailler ensemble, moi avec des collègues, ou vous et moi, pour aller de l'avant. Et je pense, je dirais que moi j'ai la conviction que la construction, c'est une thématique un peu considérée comme un peu ancienne, avec des choses qui évoluent assez peu. J'ai la conviction que la construction est en pleine évolution, avec des ambitions notamment sur la performance énergétique, qui obligent tout un chacun, acteur, donc ouvrier, à comprendre là où il met les pieds. Donc pour moi, il y a vraiment l'importance de mettre du sens, que ce soit pour un carreleur ou un plafonneur ou un coffreur, mettre du sens dans une vision un peu plus globale de la construction aujourd'hui. Voilà. Maintenant, est-ce que j'y arrive? Je ne sais pas. Merci. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, oui, volontiers. Ici devant. Bonjour. Moi, je suis toujours interpellée par les autres compétences dont vous avez parlé que les compétences métiers. Oui. Donc, on va appeler ça peut-être pour le moment compétences un peu transversales, Oui. nécessaires à aller pouvoir retourner sur le terrain et travailler. Oui. Alors, je me pose 2 questions. La première question, c'est je me demande où les formateurs sont formés à ce type d'apport pour leurs apprenants. S'ils le sont, comment ils peuvent l'être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me questionne depuis très longtemps. Et d'autre part, pour revenir aussi en lien avec ça, à votre question sur les apprenants qui dorment sur le bord du chemin, est-ce que ce ne serait pas une piste de pouvoir d'abord les former à ces compétences-là pour pouvoir les faire entrer dans une formation métier? Oui. Je dirais, j'apprécie votre question. Je crois qu'effectivement, les compétences transversales sont, à mes yeux, aussi importantes que des compétences métiers techniques. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il me semble qu'on met beaucoup d'importance aux compétences techniques, au savoir-faire. Donc c'est une bonne chose aussi, mais je crois que c'est malheureusement pas suffisant. Et donc j'aimerais bien qu'il y ait une réflexion justement sur ces compétences transversales. Est-ce que nos formateurs sont formés en ce sens? Je ne sais pas. Je crois que peut-être Formaform peut avoir une opinion sur le sujet. On propose en début de... Je dirais quand un nouveau formateur commence, il a accès à un package de formation pour lui donner justement un peu de transversalité et des perspectives. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est adapté? Je crois qu'il y a manifestement une évolution pour le rendre plus en réponse à la demande de chacun des nouveaux formateurs. Mais après, je pense que dans le parcours du formateur, il a accès à un catalogue de formation. Alors, c'est d'une part très bien, d'autre part, c'est
sur une base personnelle, volontaire. Ça veut dire que celui qui veut peut effectivement approfondir pour autant qu'on lui en laisse le temps, la possibilité. Et éventuellement, celui qui ne veut pas, bon, je dirais, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais donc effectivement, où est-ce qu'ailleurs il peut accéder à ce niveau de formation, je ne sais pas. Et je pense pour moi qu'il est... je dirais, bon, je ne voudrais pas m'engager trop, mais je crois que c'est important. Et donc je crois que chaque formateur métier ou délégué entreprise devrait accéder justement à davantage de formation sur ce sujet. Alors, pour Formaform. Pas que pour Formaform, juste petite parenthèse, il y a en effet énormément de travaux et de projets sur ce domaine des compétences transversales, des compétences clés, des compétences comportementales. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont mises là-dedans. Et notamment, il y a un colloque qui est organisé ce jeudi, qui est en fait la conclusion d'un gros projet européen Eureka, dont Odile est la responsable, elle est dans la salle. Donc si vous voulez des informations, c'est le moment d'y aller ce jeudi. Et par ailleurs, Formaform donne en effet des formations au savoir-faire comportementaux. Alors on peut discuter sur compétences transversales, savoir-faire comportementaux, mais là aussi, donc il y a un projet européen qui a été mené, qui se termine en octobre, et qui a donné lieu à une série d'ateliers au savoir-faire comportementaux qu'on donne en effet à Formaform pour les formateurs, qui peuvent alors les retransférer vis-à-vis de leurs stagiaires. Pour terminer ça, moi je me pose vraiment une question qui est est-ce que tous les formateurs sont, entre guillemets, parce que j'ai pas d'autres mots, mais capables ou ont envie de pouvoir transmettre des compétences transversales? Moi je crois que c'est quelque chose de très à part et de très compliqué. Oui. Et donc je me dis que peut-être un accompagnement tiers est nécessaire dans tout type de formation. Enfin oui. Voilà, c'est quelque chose de personnel. Mais oui, je crois qu'effectivement, est-ce qu'ils peuvent le faire? Je ne sais pas. Effectivement, c'est une bonne question. Je dirais, je profite que j'ai le micro, parce que pour moi, c'est tellement important de mettre l'accent là-dessus. Je dirais, ça évoque chez moi quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, c'est la prévention des accidents. Donc j'ai été dans mon passé conseiller en prévention, et donc j'ai dû, au travers des institutions dans lesquelles j'évoluais, mettre l'accent sur la prévention. Et donc, il y a beaucoup de frilosité pour un patron ou pour un responsable à s'engager dans la prévention, parce que ça représente du temps, des moyens, l'énergie, etc. Et donc, c'est un peu, je dirais, une conviction, parce que finalement, quand on commence à mettre l'accent là-dessus, en tout cas en termes de prévention, on fait apparaître plus d'accidents et plus d'incidents. Donc ça peut amener un effet surprenant où on met des moyens, et les premiers retours d'informations qui viennent, c'est plutôt beaucoup moins bon que ce que nous faisions avant, quand on ne savait pas. Et donc, je dirais, pour moi, c'est une conviction. La prévention des accidents, c'est important, c'est presque synonyme de qualité. Et donc, pour moi, au niveau de la pédagogie, du travail de formateur, s'engager dans cette voie-là, c'est intuitivement une perspective de meilleurs résultats avec les stagiaires. Mais, je dirais, je ne suis personne pour pouvoir le prétendre, mais je dirais c'est intuitif. Je me dis, si on mettait plus de moyens, de ressources, de support pour tout un chacun exposé aux stagiaires, je pense que nous aurions de meilleurs résultats en fin de formation. Maintenant, je dirais, je laisse peut-être des spécialistes en débattre. Bonjour, oui, François Foggen, donc je suis coordinateur pédagogique d'un FISPA, donc un centre de formation agréé par NAVIC à Liège. Et donc, c'est la deuxième journée à laquelle je participe et on parle de professionnalisation des formateurs. Effectivement, je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'avec des personnes nonchalantes, moi ce que j'appelle une nonchalance qui est parfois pathologique, qu'on doit laisser sur le bord du chemin, etc. Pour pouvoir aller les rechercher, je crois que c'est vraiment important, effectivement, qu'on intègre dans justement cette professionnalisation chez les formateurs, une formation spécifique à tout ce qui est savoir-être et à pouvoir essayer d'accrocher ce public qui trop souvent reste sur le bord du chemin. Alors que quand, vous l'avez dit aussi, enfin je l'ai entendu, je filtre un peu vos paroles, c'est souvent considéré comme une perte de temps pour des formateurs techniques, de consacrer du temps
à essayer de pouvoir intégrer dans leurs ateliers, quoi, vraiment ces notions de savoir-être. Et moi, je ne sais pas de perdre du temps, c'est vraiment de l'investissement, quoi, et essentiel, parce que ça aussi, vous l'avez dit, donc c'est parfois paradoxal dans votre discours. Quoi. Et donc je crois que c'est vraiment essentiel d'intégrer ça. Et on le voit de plus en plus, notamment avec le... Je voudrais juste corriger pour éviter un malentendu par rapport à mes collègues qui peut-être regarderont cette vidéo. Donc, non, on ne s'est pas bien compris. Je pense qu'effectivement, moi, je n'ai pas l'occasion sur une durée aussi courte de m'occuper de ceux qui sont assoupis sur le bord du chemin. Par contre, les formateurs, je pense, mes collègues formateurs ont ce souci. Et quand j'ai évoqué le facteur temps, c'est pas qu'ils ne veulent pas y consacrer du temps. Je pense qu'ils ont des impératifs de formation avec un programme qui leur empêche d'y consacrer du temps. Donc je pense que ce n'est pas... Donc, je dirais qu'il faut mettre en place quelque chose qui leur permettrait de dégager du temps spécifiquement, avec une approche personnalisée et peut-être à part, en sortant la personne du groupe, pour y consacrer du temps et des moyens. Mais donc ce n'est pas le fait qu'ils ne veulent pas y consacrer du temps. Je pense que mes collègues formateurs y arrivent d'une manière ou d'une autre globalement, parce qu'évidemment, ce que je vis moi comme formateur pendant 3-4 jours, j'ai difficile à imaginer ce qui se passe en atelier pour mes collègues formateurs. C'est une autre dynamique, une autre vitesse, une autre synergie. Donc peut-être que quelqu'un chez moi est assoupi, et peut-être qu'en atelier, il est très actif. Et donc j'ose même me remettre en question moi-même sur ma prestation. Oui. Voilà, tout à l'heure on a parlé d'humilité. Oui. Moi j'ai envie d'utiliser d'autres termes en vous entendant. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de l'enthousiasme. Et je me disais, c'est quand même un enthousiasme qui doit se voir. Et donc, quand vous dites peut-être que vous ne travaillez pas beaucoup sur ces aspects de savoir-être, hein, comme on dit généralement, ou les compétences transversales, je pense que le fait d'afficher vos valeurs, comme vous l'avez fait tout à l'heure, ça doit aussi transparaître, et l'enthousiasme que vous dégagez doit aussi, quelque part, avoir une action. Hein, c'est visible, et ça a une action aussi sur les stagiaires. Et donc, le corollaire, la question que je voulais vous poser, bon, vous répondez si vous voulez, hein, c'était un petit peu justement, mais finalement, comment avez-vous appris à être formateur, vous? Puisque vous venez hein, d'une autre vie, si j'ai bien compris. Est-ce que déjà là-bas, vous étiez formateur, peut-être dans la coopération ou des choses pareilles? Je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres expériences? Puisque ma question, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui a fait de vous, finalement, maintenant, un professionnel de la formation? Voilà. Voilà. Donc, effectivement, l'enthousiasme, c'est vrai que chez moi, je crois que ça déborde. Et je pense que c'est bien perçu par les stagiaires eux-mêmes. Donc je pense qu'effectivement, j'affiche mes valeurs. Je crois que c'est important de mettre les gens en relation. Donc j'essaie d'être en relation avec les stagiaires, je partage mes valeurs. Et j'ai généralement un retour avec beaucoup de respect, en tout cas. Et donc pour moi, c'est plutôt positif. Maintenant, ce que je souhaite, c'est davantage d'implication et de participation. Alors par rapport à la question personnelle, d'où me vient ce profil de formateur? Je dirais que c'est un peu une évolution dans ma carrière. J'ai effectivement donné avant des formations, c'était une de mes attributions par le passé. Je pense que j'ai un côté fondamentalement tourné vers le social et que former les gens, c'est de les faire grandir. Et j'ai vu dans toute ma carrière, dans les différents métiers que j'ai exercés, c'était important, ça fait grandir les gens. Donc voilà, j'en suis là, dans mon parcours, on verra la suite. Oui, voilà, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur l'intégration ou la non-intégration des savoir-faire comportementaux ou des compétences transversales ou des soft skills, etc. Le vocabulaire est multiple. Donc, j'aimerais juste partager deux choses. Une première vision qui est un jour arrivée dans une discussion au niveau de la Chambre de commerce de Bruxelles, où on était face à des employeurs qui disaient aujourd'hui on a un turnover d'engagement, mais on ne trouve pas les bonnes personnes. Et donc, quelque part, le discours qui était donné par ces entreprises était de dire, vous, organismes de formation, formez les personnes à ces compétences transversales de base, ces savoir-faire comportementaux, et nous, on s'occupera des formations techniques. Ça, c'est une première vision. On peut la discuter, on peut polémiquer, on peut... Voilà, c'est une vision qu'il nous avait rapportée. Et puis une autre vision qui justement a été mise en évidence au niveau du projet Eureka dont je m'occupe,
C'est une recherche-action qui a été menée dans un secteur totalement particulier, qui est le secteur de la chaussure de luxe en Italie. Donc dans une vallée en Italie, où les entreprises PME en général sont installées. Et elles ont un souci extrêmement important d'innovation et de créativité. Et donc, toute la démarche qui a été menée dans le cadre de cette recherche-action était justement de voir dans quelle mesure l'accompagnement du développement des compétences transversales et des savoir-faire comportementaux pouvait amener l'entreprise à rencontrer les enjeux d'innovation et de créativité. Et là, il y a vraiment eu un travail d'intégration au sein des référentiels métiers de ces compétences transversales et de ces savoir-faire comportementaux. Je vous invite, bien sûr, si vous le souhaitez, à en savoir plus jeudi lors de notre conférence. Mais c'est vrai que ça, c'est un travail qui, pour moi, est beaucoup plus porteur que la vision simplement formée aux savoir-faire comportementaux, aux compétences de base, on s'occupera du reste. Non. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En tout cas, je vous rejoins dans votre première partie. Je pense qu'effectivement, sur le chemin de la vie, comme je l'ai montré en image dans ma présentation, le stagiaire doit prendre conscience qu'au terme de sa formation, il a acquis certaines choses, mais que beaucoup de chemin reste à parcourir pour devenir un vrai carreleur ou un vrai maçon, pour éventuellement envisager de travailler comme indépendant. Donc pour moi, se mettre en route, c'est une bonne chose. Il faut encore bien choisir sa direction, mais je dirais que je suis aussi réglo avec les stagiaires qui suivent la formation chez nous. En fin de formation, ils sont sur le début d'un autre chemin, qui est le marché du travail. Mais je dirais que ce n'est pas l'aboutissement. Je pense que chacun a des objectifs professionnels, et je pense que le stagiaire, il me semble, certains en prennent conscience, d'autres pas, avec malheureusement, au terme d'une formation, ils s'imaginaient être l'ouvrier qualifié dont tout le monde s'arracherait. Et je dirais que je suis, moi, très clair, dès le début, avant d'entrer dans le processus de formation, avec une séance d'information, c'est un parcours qui mobilise, qui apporte des compétences. Après, il y a beaucoup d'autres choses à acquérir pour devenir un vrai professionnel dans le secteur. Donc, moi, je crois qu'il y a une nécessité à mobiliser le stagiaire qui doit être prêt à aller de l'avant, à apprendre d'autres choses, à chercher son chemin. Et donc ça, je pense que nous avons un rôle à jouer. Et donc, je peux imaginer qu'une entreprise ait un complément certainement à apporter. Et je suis d'accord aussi avec votre deuxième intervention en disant que, il y a moyen, justement, en mettant l'accent là-dessus, de créer beaucoup de créativité, ça j'en suis certain. Encore une question ? Moi, si je peux me permettre, j'en ai aussi. Oui, Alexandre. Bonjour, Alexandre, je travaille au Forum comme conseiller référent et je suis formateur en promotion sociale. Par rapport à la mutualisation des ressources, j'ai perçu dans votre métier de délégué entreprise un travail d'accompagnement des stagiaires, que ce soit en formation ou, à mon avis, dans un suivi post-formatif vers l'emploi. Est-ce que chaque formateur a ses propres modèles? Est-ce que ces modèles sont discutés dans des communautés de pratique entre formateurs? Est-ce qu'ils sont remis en question ou par l'institution? Parce que vous faites aussi appel dans votre discours à l'institution qui doit fournir des ressources, un peu comme une espèce de mère nourricière. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de don de chaque accompagnateur, je veux dire de manière formelle ou informelle, à s'investir dans son propre parcours de développement des compétences? Je voulais un peu avoir votre avis et vos opinions sur ces questions du lien entre la mutualisation des ressources entre accompagnateurs pour les mettre au service de l'apprenant. Oui, donc je vous rejoins. J'ai une casquette de formateur, j'ai une autre casquette de délégué entreprise dans laquelle je pense que les compétences transversales sont essentielles. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'échange entre nous. Donc on est chacun fait un peu comme il peut ou comme il veut. Donc je trouve quelque part surprenant qu'on ait cette latitude. Donc c'est à la fois confortable
Et c'est un peu, je trouve, dommage, dans la mesure où on pourrait nous faire échanger et probablement évoluer dans de meilleures pratiques. Donc vous avez encore raison. Je pense que nous sommes aussi, comme formateurs, sur notre chemin de vie. Et donc je pense que chacun est acteur ou pas, ou moins, de son parcours dans la vie professionnelle. Donc je pense que là aussi, on touche à quelque chose de sensible. Est-ce que mes collègues formateurs ou délégués entreprises veulent évoluer? Est-ce qu'ils veulent partager? Aujourd'hui, c'est libre à chacun. Et donc, c'est une réalité. Moi, j'apporte un constat. Je me mobilise pour éventuellement avoir plus de moyens, parce que je pense qu'on a besoin de support, on a besoin de personnes, on a besoin de temps. Après, comment mettre ça en pratique, je ne sais pas. J'avais une question qui va vraiment en lien. Tout à l'heure, tu as évoqué justement les dynamiques de partage, d'échange de connaissances, de machines à café. Dans une autre vie, moi j'ai beaucoup travaillé le knowledge management, la gestion des connaissances, et je me demande, en tant que formateur, est-ce que vous attendez que l'institution ou un tiers, type Formaform par exemple, travaillerait ou mettrait en œuvre différentes méthodes, environnements ou ressources pour pouvoir solliciter, susciter et organiser ces échanges, ou est-ce que, au contraire, ces échanges et ces techniques de partage de connaissances doivent venir des formateurs eux-mêmes, auquel cas on peut les former à le faire, mais qui serait préférable de venir du terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a besoin d'un peu des deux. Je pense que je dirais que c'est suffisamment important, comme d'ailleurs la prévention des accidents, pour que ce soit une thématique qui soit portée au plus haut niveau. Et donc, le fait de ne pas avoir ce message au plus haut niveau qui descend dans la pyramide, je dirais que c'est dommage. Maintenant, d'expérience, je sais que la base peut essayer de se mobiliser et d'agir en ce sens. Bon, souvent, c'est un peu aller à contre-courant. Et donc, moi, j'interpelle effectivement pour mettre l'accent là-dessus, parce que je crois qu'on a besoin d'avoir une ambition. Donc, pour moi, ça fait partie des valeurs qui devraient être affichées. Donc, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à cette assertion et aux nuances que je vous ai présentées. J'ai essayé de voir, dans le temps que j'avais, ce qui existait en interne. Et donc, je sais qu'il y a une charte de qualité auprès de notre institution. Je sais que nous faisons du bon boulot, mais mettre l'accent spécifiquement là-dessus, je n'ai pas trouvé de façon évidente quelque chose qui apparaisse. Donc je me dis, je crois qu'il faut un peu des deux. Je pense qu'au niveau institutionnel, il y a beaucoup d'ambition, il y a des moyens, il y a des ressources, et peut-être qu'on pourrait afficher une valeur relative à cette qualité, à ce volet transversal. Et je pense qu'aussi, indéniablement, il faut que la base se mobilise et qu'on lui donne peut-être le goût ou qu'on la stimule. Et là, ça peut être parfois moins facile à agir dans ce sens. Je n'ai plus vraiment de questions, mais plus une réflexion. On est encore vraiment, comme tout à l'heure, dans l'articulation et le partenariat entre le formateur et l'institution dans laquelle il travaille. Et on sent quand même qu'il y a un poids vraiment et une responsabilité qui est lourde et qui pèse, une solitude aussi, un peu, qui pèse sur le dos du formateur. Moi, je pense deux choses, effectivement, dont je n'ai pas vraiment entendu parler, si ce n'est indirectement. C'est la nécessité de mettre en place, je pense, des entretiens d'évaluation, même si quelque part c'est un gros mot, quand on parle d'évaluation de formateurs, mais avec aussi, quelque part, l'élaboration d'objectifs d'évolution. En disant, de quoi est-ce que je suis content cette année-ci, qu'est-ce que je voudrais bien tester l'année prochaine, comment est-ce que je peux avancer. Donc ça peut se faire de manière très respectueuse et conviviale, etc. Mais je pense qu'il est nécessaire, à un moment donné, d'avoir l'occasion de faire le point sur la carrière. Mon deuxième point, c'est que j'ai beaucoup entendu parler la fois passée maintenant, de référentiel, et pas vraiment de description de fonction. Quelque part, la description de fonction, elle va permettre d'opérationnaliser ce qu'il y a dans le référentiel et de mettre en place les conditions d'exercice du métier, ce qui est bien la thématique, la première sous-thématique, en disant le temps du formateur, c'est quoi ?
à quoi est-ce qu'il passe du temps, quel est le temps qu'on lui donne pour être en présentiel, quel est le temps qu'on lui donne pour la concertation, quel est le temps qu'on lui donne pour la préparation. Et donc je pense qu'il y a là deux réflexions qui seront intéressantes. C'est à la fois comment est-ce qu'on peut mettre en place des plans de progression du formateur, et d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut mieux opérationnaliser ces conditions d'exercice de manière à lui permettre de faire face à toutes ces obligations. Oui. Donc ce n'était pas vraiment une question. Non, mais donc je vous rejoins sur le premier point, et c'est vrai que je dirais que j'ai effacé de ma présentation le fait que j'étais jeune et innocent comme formateur, parce que c'est vrai que je viens avec un nouveau regard, et après 3 ans, je reste quand même stupéfait de constater qu'en termes d'évaluation de nos capacités de formateurs ou de délégués entreprise, il n'y a rien de formalisé. Et donc je suis quand même perplexe de voir qu'il n'y a pas ce volet que peut-être, il est peut-être sensible / tabou dans le monde de l'enseignement. Je pense que c'est, je dirais, avec mon regard d'humaniste, enthousiaste, je pense qu'il est nécessaire d'apporter un effet miroir aux formateurs parce que c'est gratifiant. On a besoin de savoir où on en est. On a besoin, je pense, de passer à autre chose, d'évoluer. Donc ça, pour moi, c'est important. Il faut voir ce qu'on met dans l'évaluation des personnes. Et je pense vraiment que ne pas évaluer le personnel, c'est peut-être même parfois un manque de respect. Je pense qu'il y a des gens qui se donnent, beaucoup en fait de mes collègues se donnent fondamentalement dans leur métier, et de ne jamais faire un bilan sur leur travail, c'est un peu ignorer leur réalité au quotidien avec des stagiaires, et donc je pense que c'est regrettable. Maintenant, je pense que si on envisage une évaluation des personnes, il faut définir les critères. Et donc là, je dirais, c'est une difficulté, c'est sur quels critères va-t-on les évaluer? Alors, je crois qu'il faut percevoir cette évaluation comme une opportunité de discussion et de progresser, et non pas comme une perspective éventuellement d'être sanctionné. Mais donc, je crois qu'effectivement, je reste perplexe. Donc, j'ai l'impression de faire du bon boulot. En tout cas, je me mobilise à ça, comme d'ailleurs, je pense, beaucoup de mes collègues. Je pense que certains de mes collègues ont peut-être perdu la flamme par manque de reconnaissance ou peut-être dans une certaine routine. Alors, de nouveau, c'est très personnel, ça n'engage que moi. Mais donc, je peux imaginer que certains s'épuisent ou bien s'éteignent pour donner une image.